Voilà. Ah, Bon, on va c'est passer à la ouais. belle poésie. J'ai essayé de retrouver, il me semblait que dans le volume 1 de Presence of a Prophet, on avait Denis, ou le volume 2 avait traduit un collègue marocain de la poésie d'El Harak. Je vais regarder, mais en tout cas, on est ravis vraiment de vous écouter, Ahmed Haras, sur El Harak, qui a laissé vraiment une poésie très belle et qui, me semble, a été mise en musique. Ah oui, Voilà, c'est ça, hein. ouais, Bon, bah alors on a hâte de vous c'est le écouter. thème. Ouais, ah ben c'est magnifique. Ah, on a hâte de vous écouter. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Ça marche pas? Ouais. Donc, merci beaucoup pour Gabouty pour l'invitation. Merci pour les organisateurs, Monsieur Thibault. Et donc, mon intervention s'inscrit toujours dans la continuité des interventions précédentes, c'est-à-dire Hagar, c'est un contemporain de Benajiba, mais c'est un autre profil. Ah, on n'entend pas. Là. Et donc, c'est un autre profil un peu différent. Donc, le Harar, je l'ai découvert quand professeur Belhaj Selamé a publié son diwan. Et il l'a compilé, puis il l'a édité. Il n'était pas très connu, enfin, il était encore manuscrit. Bon. Et c'est là que j'ai fait la découverte de le Hagar. Et puis, je me suis inscrit en DESA. Ouais, c'est juste, il faut que je. Ouais, à chaque fois. Donc, je me suis inscrit en DESA, un diplôme des études supérieures approfondies au Maroc, et j'ai fait une recherche sur sa poésie, surtout la, la stylistique de l'Hagar, tout ce qui concerne la rhétorique. Et ensuite, j'ai laissé un petit peu le Hagar de côté, puis je travaillé sur le roman quand je me suis inscrit en première thèse. Et je suis revenu à Al-Hagar en deuxième thèse parce que ça m'intéressait. Donc, j'ai fait une traduction de Diwan, de l'arabe vers le français. Et après, j'ai suivi ça en deuxième partie avec pardon, une étude stylistique de l'art, c'est-à-dire tout ce qui est rhétorique, métrique et ainsi de suite. Je vais montrer par la suite en quoi se distingue le Hagar par rapport à Ben Ajiba et puis Darqawi. Donc, on va voir d'abord les origines et le contexte de Hagar. Hagar, en fait, elle est née à Chefchaouen, hein, une ville-bourgade à l'époque à côté de Tétouan. Et comme vous le savez, le Tétouan, comme Fès, Rabat et Chefchaouen, c'est des villes andalouses. Donc, Hagar, il sera baigné dans cette culture. Et il va apprendre, en fait, la littérature, la langue, la musique surtout. Comme c'est mentionné dans le Zawiya de Tamil Wezani. Donc, il s'intéresse à la musique andalouse. Et puis, il va continuer ses études à Qarawiyyin, la fameuse Qarawiyyin. Donc, il va faire ses études de théologie, de la langue arabe aussi. Donc, le Hagar continue son parcours classique comme tout le monde. Il va être enseignant, il va enseigner à Fès, mais il y a eu des petits soucis de jalousie donc, entre les notables de Fès. Le sultan Moulay Suleiman va le renvoyer à Tétouan. Il sera chargé de l'imama de la grande mosquée de Tétouan. Et encore une fois, les notables de Tétouan vont être aveuglés par la jalousie. Donc, ils vont monter une petite, on va dire, comment on appelle ça déjà? Voilà, une cabale pour éviter. Donc, le Haggard, donc, il va tomber. Il a été accusé, bien sûr, d'adultère. L'histoire est longue, on n'a pas le temps de la raconter ici, mais il va tomber malade, gravement malade. Il a failli même en mourir. Et c'est là où il y a le déclencheur pour penser au sophisme, en fait, parce que c'était un savant un théologien. Et là, il va penser à. Il va remettre en question, en fait, toutes ses connaissances et il va se convertir au sophisme.
On verra par la suite comment ça s'est passé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les origines de l'Haq, la filiation de l'Hagaq, elle a ce qu'on appelle une filiation argileuse, c'est-à-dire c'est un descendant de Moussa de Ben Chiche, hein, le frère de Absalam Ben Chiche, et une filiation lumineuse, ça veut dire qu'il va passer par Moulay Al-Arabi Ad-Darqawi, qui va lui passer le secret. Al-Hagaq, donc, c'est un contemporain de Ben Ajiba. C'est un contemporain de Ben Ajiba. Ben Ajiba lui a proposé de lire un de ses productions, mais Al-Hagaq n'a pas lu. Il a juste rendu le livre. Il lui a dit c'est une belle œuvre. Il ne voulait pas rentrer dans cette histoire de sophisme parce qu'il évitait, bien sûr, à l'époque, tout ce qui est. Al-Hagaq il était un petit peu diplomate, donc il ne voulait pas rentrer dans ces détails. Donc, ce qui se passe, c'est que le Harar, quand il est tombé malade, il a eu une réflexion profonde et, et à l'époque, pendant les obsèques de Bouzidi, en fait, Moulay Al-Arabi al-Darqawi va demander à ses disciples de préparer un cheval et puis d'aller à Tétouan pour chercher le Harar. Le Harar n'est pas au courant de cette histoire. L'anecdote dit que voilà, le cheval s'est arrêté tout seul devant la maison de Harar. Harar, il voit ça comme une invitation. Il monte et va à Armara, à côté de Tétouan. Et c'est là qu'il va faire la rencontre de Moulay Al-Arabi Ad-Darqawi. Et puis après, il va partager avec lui une boisson douce. Et c'est là que ça commence le passage de secret, on va dire, selon les rituels de Chadiliya. Comme d'habitude, ça nous rappelle aussi le rapport de Chadiliya avec Abslam Ben Mchiche. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est quel est l'apport de l'Hagar et qu'est-ce qui différencie le Hagar de ses contemporains, Ben Ajiba surtout. Alors, enfin, les contemporains considèrent que le Hagar, c'est un soufi de la ville, hein. Ben Ajiba, c'est un soufi rural. Ben Ajiba, c'était un soufi de Mouaqa'at. D'accord? Le Harar cherchait, c'était un soufi plutôt élégant, hein. Et il s'intéresse pas au muraqat. Le Harar, en fait, pour lui, l'habit ne fait pas le moine, en fait. Ne fait pas le soufi, d'ailleurs. Ne fait pas, parce qu'il disait souvent que quand vous vous occupez de coudre le muraqat, non, on s'occupe de dikr. Donc, ce qui l'intéresse plutôt, c'est plutôt. Et c'est là où ça vient de la notion de Jamal ou El Jalal, la beauté, le sublime dans la production de Harar. Et deuxième point, c'est la production de Harar. Donc, Harar était très généreux dans la production littéraire, enfin, juriste, mais c'est surtout la production littéraire, la poésie. Donc, il a un diwan qui est assez important. Et puis, ce qui marque Hagar, c'est cette intégration de la musique dans la zaouïa. Ça veut dire qu'il va faire intégrer la musique et l'art dans la pratique de soufisme. Donc, le Hagar, les sources de Hagar, c'est cet environnement arabo-andalou, hein, qui va lui inculquer la musique. La formation scientifique al-Qarawiyyin, donc on aura la formation de la poésie et la langue, et puis le parcours personnel avec cette épreuve qu'il a subie à Tétouan. Et tout ça, ça va mener vers cette question de sama, hein, qui va former vraiment cette question de sama et la production de la poésie. La poésie de l'Harq, elle est inspirée de trois éléments importants. C'est l'apport andalou avec le mot shahat. On va retrouver le mot shahat dans la poésie de l'Harq. Il y a l'héritage de Machir, bien sûr, la poésie traditionnelle avec les monorimes, etc. Et puis il y a l'influence locale, c'est-à-dire Zajal. Zajal, c'est un genre, c'est un genre poétique nouveau. Il va s'inspirer de Ibn Quzman, par exemple, qui était le premier inventeur de Zajal en Andalousie.
Donc, de manière un peu plus détaillée, la référence de Machère, c'est-à-dire la poésie classique, on a le poème monorime. On a le poème monorime, on a la métrique classique, bien sûr, les 16 mètres de Ibn Khalil Farahidi. Et puis, on a ce genre poétique, quand il passe par la dimension mystique, il va s'adresser aux élites. D'accord? Et ensuite, on a la deuxième influence, c'est l'influence andalouse. Et là, c'est avec le muwashshahat. Le muwashshahat, on les appelle aussi les poèmes de variation parce qu'on varie entre les mètres et les sons. D'accord? Le poète de muwashshah peut utiliser plusieurs mètres, ce qui n'est pas le cas pour la poésie traditionnelle. Et quand ça passe par la dimension mystique, on va s'adresser à on va produire ces poèmes pour le chant surtout. Et puis on a Zajal, bien évidemment. Zajal, il y a quelques poèmes de Zajal avec un dialecte, on appelle ça plutôt un dialecte soutenu, hein, parce que c'est un dialecte qui est commun. Et, euh, et là, quand ça passe par la dimension mystique, on va s'approcher à une couche sociale un peu plus élargie. C'est pour ça, en fait, le Hagar il a touché à une masse un peu plus importante que les précédents. Après, on a l'héritage profane, donc le Hagar, comme tous les poètes soufis, il va exploiter les thèmes classiques, hein, d'accord, pour en faire une nouvelle expérience. Encore une fois, les thèmes pratiques, les thèmes profanes qui sont temporels, ils vont devenir des thèmes intemporels avec la dimension mystique. Donc on a le registre spirituel et la dimension universelle qui se rajoute à ces images qui sont à la base classiques. Pour voir un peu plus dans les techniques du style de l'Hagar. Le Hagar, en fait, comme vous le savez, dans la métrique arabe, contrairement au français, c'est pas le comptage de syllabes, mais c'est un ensemble de pièces. C'est-à-dire, on a une syntaxe, si on peut dire, de son, c'est l'alternance des voyelles longues et des voyelles courtes, et c'est ça qui va donner en fait l'identité du maître en arabe. Et chaque maître en arabe a une spécificité sonore et rythmique qui est complètement différente de l'autre. Ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à choisir un thème qui correspond au rythme en fait de ces maîtres. Donc le Hagar va exploiter par exemple le Bahg al-Tawil, Fa'oulun, Mafa'ilun, ça c'est le Bahr Tawi le plus long, correspond à des thèmes beaucoup plus réfléchis, beaucoup plus approfondis. D'accord? Après, on a des bohas qui sont beaucoup plus légers, hein, comme le Hazaj, le Ghazaj, donc ça correspondrait un petit peu plus au chant. Et juste pour donner une idée, c'est que l'alternance des voyelles longues et des voyelles courtes, c'est ça qui va rendre cette langue chantante et en même temps, ça va donner du rythme. Donc, par exemple, je vous donne juste un exemple. Jamel tout court, c'est pas Jamel. Et pourtant, en français, ça se rend pareil. Jamel, c'est le chameau. Et Jamel, c'est la beauté. Et donc là, ça va changer complètement, en fait, le rythme. Donc, c'est ces voyelles longues qui va donner la particularité de chaque maître. À titre d'exemple, vous avez le Barq Tawil correspond à la Ta'iyya al-Hagar, la fameuse. Donc ça, c'est un poème qui est très réfléchi, très approfondi. Et أتطلب ليلى وهي فيك تجلتي وتحسبها غيرا وغيرك ليست. Donc là, c'est un Barq Tawil composé de de 8 mafa'il, hein, fa'oul, mafa'il, fa'oun, c'est le plus long. Après, vous avez par exemple le kamil qui est composé que de trois schèmes, pardon, 6 schèmes, donc c'est 3 par hémistiche. Et là, vous avez un rythme qui commence avec 3 consonnes, voyelles, 2 consonnes, voyelles. Le contraire de al-wafaq, le suivant par exemple. Le wafaq, c'est le contraire de kamil. Ça fait 2 consonnes plus voyelles, ensuite 3 consonnes, voyelles. Et là, bien évidemment, le rythme n'est pas le même. Et qui dit le rythme n'est pas le même, ça veut dire que la thématique de la poésie ne sera pas la même non plus. Et c'est là où intervient l'intelligence de Harar, parce que j'ai fait une étude sur les thématiques par rapport au choix des maîtres, et on voit que les maîtres correspondaient à cette thématique. Donc, par exemple, Harar va choisir, par exemple, Tawil, comme on avait dit, pour des thématiques qui sont beaucoup plus approfondies, réfléchies.
et des thématiques. Et par contre, les poèmes qui sont destinés pour le chant, ça va être sur le rythme d'Orgajaz ou Al-Hajaz. Et là, on voit très bien, par exemple, avec ce mot shah, le jeu de mots et des sens. Par exemple, min shiddatil aswaq, on voit très bien que c'est court. Min shiddatil aswaq, li bahjatil awtan, amogu fil aswaq, wa annani nashwan. On voit déjà une variation de rime, ce qui n'est pas le cas dans la poésie traditionnelle. Et on voit même aussi que la rime ici, elle est croisée, n'est-ce pas? Puisqu'elle n'était pas connue chez les Arabes dans la poésie classique. Et donc, ce genre poétique qui s'appelle Mouachar a permis à Al-Hagar de produire de la poésie de chant, hein. Et c'est là que Al-Hagar euh, sera connu, en fait, justement par les chants, qui sont des poèmes qui sont chantés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, on connaît tous la poésie de l'Harak, on ne connaissait pas encore le Diwan, mais la poésie de l'Harak, elle est très répandue dans le nord du Maroc. Pas seulement, parce que la poésie de l'Harak va influencer aussi les derviches de la Turquie. Et donc, et il faut savoir que Abdelhamid, le sultan Abdelhamid, sultan ottoman, il était aussi un disciple de Darqawi. Il était influencé par le mouvement de Darqawi. Donc, après, on avait les qualités sonores. Les qualités sonores dans la poésie de Hark, elle est très remarquable. Et on voit l'alternance d'assonance et d'allitération qui sont très, très présents. Et là, je les ai mis en couleur pour qu'on les voit clairement. Vous voyez très bien qu'on a, par exemple, le lemme qui est en violet, hein, on ne voit pas très bien peut-être. تحلت بأنواع الجمال بأسرها فهام بها أهل الهوى حيث حلت. Vous voyez très bien le ha prolongé, n'est-ce pas? En rouge, il est, euh, il est très très présent dans ce vers. Et puis on a le alif, la voyelle longue, hein, qui va créer un rythme. Et qui dit voyelle longue dit un rythme léger, hein. Un rythme qui est léger parce que la présence de voyelle longue allège un petit peu le rythme. Plus on a de consonnes pardon, qui se succèdent, plus le rythme il sera plus lourd. C'est pour ça, en fait, dans le maître de Tawil, on n'a pas beaucoup de modifications selon le Khalil, alors que dans le maître de l'Ouaf et le Kamil, là, on aura plus d'interventions. Le poète a plus d'interventions d'alléger le rythme. Ce n'est pas le cas de Tawil parce qu'on ne peut pas supprimer des éléments. Vous avez aussi les homonymies et paronymies. C'est Al-Jinaz de manière générale en arabe. C'est une figure de style esthétique, hein, qui rend la poésie beaucoup plus belle. Mais ce qui est intéressant chez le Harar, c'est en fait, c'était pas pour une raison seulement esthétique, mais c'était fonctionnel. C'est-à-dire que les figures de style chez le Harar, ils vont jouer un rôle de, pour éclairer, par exemple, une idée, hein, d'accord? Ou, donc là, vous avez, par exemple, وحلت عرى صبري عليها صبابة. صبري صبابة, le sad et le bas. فأصبحت لا أرضى بصفوة عروتي, hein. Urwa, le poète connu, hein, le poète platonique, hein. Et puis, on a esthétique de la répétition. Alors, ce qui m'a intéressé chez le Hagar, c'est surtout la répétition de rythme, de son et de sens. Et la deuxième répétition, c'était le sens. C'est-à-dire, là, on a une répétition à la fois sonore, mais aussi de sens. C'est-à-dire le mot fouad qui revient trois fois ici, c'était bien voulu pour montrer qu'il y a une concentration sur al-qalb, al-fouad. Mais Al-Harraq ici, il a choisi le fouad parce qu'il est en rapport avec le feu, hein, beaucoup. Fta'ada, ça vient du verbe fta'ada, qui est complètement de qalb, qui vient de qalaba, qalaba, d'accord? Donc le choix des mots. Et puis on a ce qu'on appelle l'intertextualité directe et indirecte. Et là, on voit que le Harraq a emprunté beaucoup d'autres poètes, entre autres Abu Nawas dont دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداويني بالتي كانت هي الداء. Ça, c'est le premier vers d'un poème célèbre de Abu Nawas. Le Harraq, il va utiliser la première hémistiche en deuxième pour son vers
et le deuxième hémistiche pour le deuxième vers. Et donc ça, c'est un renvoi, mais un renvoi qui joue un rôle mystique, en fait, à chaque fois. Ça, c'est une intertextualité qui est directe parce qu'il n'y a pas de modification de verbe. Mais par contre, on a d'autres genres d'intertextualité, c'est indirect, c'est-à-dire qu'il va renvoyer à l'idée sans emprunter exactement le même verbe. Et ça, c'est ce qu'on voit avec le vers suivant, par exemple, ici. Vous avez وَهَبْهُمْ قَتَلُونِ فِي الْهَوَى أَسَفًا فَالْمَوْتُ في حُبِّهِمْ وَاللَّهِ يُحْيِينِ. Et ça nous rappelle le vers de l'Hallaj, اقتلوني يا تقاتي, n'est-ce pas? إن في قتلي حياتي ومماتي في حياتي وحياتي في مماتي. Donc, la répétition, le hagaq, se partage en trois parties. Une répétition phonétique, donc figure d'embellissement, comme on avait vu avec l'allitération et l'allitération et l'assonance, donc jeu de sens, de sens et de son. Et puis la répétition rythmique, la métrique traditionnelle, pied, noyau et ainsi de suite. Donc on a une répétition au niveau des rythmes avec les maîtres arabes. Et puis une répétition sémantique, c'est ce qu'on vient de voir avec l'intextualité référentielle. Euh, pour moi, le mot répétition, ça veut dire, ça rentre dans le même registre de la pratique de Har, c'est-à-dire la répétition, c'est aussi une litanie, comment dire, invocation un peu liturgique en fait. Et c'est ça en fait. Et c'est là où on rejoint en fait l'artistique avec la pratique de l'Hara. Et donc, après, vous avez la forme et le contenu. Et là, c'est une idée que j'avais déjà abordée tout à l'heure. C'est-à-dire, la réussite de la poésie de l'Haggar vient justement de cette harmonie entre la forme, tout ce qui est formel, là, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, et le contenu, c'est-à-dire les images qui sont mystifiées. C'est ça, donc, c'est pour assurer en fait le discours poétique chez lui. Il cherchait vraiment, il y a un travail derrière qui est très intéressant, c'est qu'il y a toujours une harmonie entre la forme et le contenu. La structure, dans le travail de la traduction que j'ai effectué, en fait, c'était surtout basé sur une introduction du poème. Et ensuite, il y avait les notes de bas de page qui ont pris une place assez importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, parfois, quand on traduit, on a par exemple le mot fouad et le mot qalb revient même en français, hein, ça revient au mot au cœur, alors qu'en arabe, on a fouad et qalb et les deux ne veulent pas dire la même chose. Donc il fallait à chaque fois donner l'explication en note de bas de page pour dire voilà les petites nuances entre les mots et qui fait toute la différence dans le discours de l'Haqq. Et puis, on a par exemple d'autres références, soit culturelles, soit mystiques, comme par exemple dans ce vers, quand on dit A'id nadaran ya sahih hal tala al fajr, et on sait que le fajr, dans le discours mystique, c'est une allusion au dévoilement divin. Donc, il fallait chaque fois expliquer en fait ces termes qui sont allusifs. Et puis vous avez taille aussi, taille qui désigne les subtilités intermédiaires. Et le mot Leïla, qui est pris comme un prénom, c'est que Leïla en arabe, c'est un état d'esprit hein, qui désigne plutôt l'euphorie. L'utilisation du prénom Leïla dans ce vers n'est pas par hasard, hein. Il aurait pu choisir Lubna ou autre qui figurait dans la tradition arabe qui désignait la bien-aimée. Mais le choix du prénom ou du nom, a une importance dans le contexte. Et puis, dans la traduction, il fallait passer d'une traduction purement littéraire à une tradition mystique, c'est-à-dire dans la poésie profane, dans la littérature, on a un langage direct, une subjectivité personnelle, alors que dans la poésie mystique, on va utiliser un langage plutôt allusif, donc une subjectivité plutôt spirituelle. Ce n'est pas tout à fait personnel. Pourquoi? Parce que
le mystique, il a des références qui sont quand même assez communes avec d'autres mystiques. Donc, il se réfère à des données qui sont plutôt communes avec d'autres. Donc, c'est pas tout à fait personnel. Et puis, dans la poésie profane, on a un discours qui est imaginaire, hein, le khayal, alors que dans le discours mystique, on a un discours qui est plutôt savant. Hmm. Pardon. Donc là, ça ouvre la porte à une interprétation différente du texte mystique à chaque fois mais toujours en se référant à des données qu'on a déjà sur sur les mots ou les phrases utilisées. Pour conclure, la biographie de Hagar nous montre comment sa vie privée explique sa conversion au mysticisme et traduit bien sa production poétique, qui est à la fois intense et raffinée. Et les qualités stylistiques dans la poésie de Hagar sont nombreuses et fonctionnelles. Donc, pas seulement pour des raisons esthétiques, mais aussi pour rendre l'idée beaucoup plus claire. Et donc, les spécificités formelles du genre poétique et les particularités d'un discours poétique qui est conçu dans l'objectif d'une transmission aisée, élargie, et puisqu'il est attractif. Parce que le discours Hagar, il voulait vraiment démocratiser en fait la pratique sophie, donc il s'intéressait à élargir un petit peu cette pratique. Il s'adressait à une masse beaucoup plus élargie. Et le seul moyen, c'était la musique et les chants et limite les danses dans la zaouïa. Comment c'est? Parce que la pratique dans la zaouïa de l'Harar, on sait très bien, c'est une des rares zaouïas qui pratique ce genre enfin, la pratique plutôt artistique, jusqu'au jour d'aujourd'hui, tous les vendredis après-midi. La notion de la répétition phonétique et sémantique renvoie à un imaginaire collectif et constitue la clé d'accès à la compréhension du texte mystique. Ce qu'on avait pas, on a dit, c'est une référence commune entre les savants, et surtout dans la poésie classique. Cette notion rejoint en même temps la pratique mystique, à savoir la litanie, sama', audition spirituelle, chant liturgique. Et puis les procédés rhétoriques adoptés ne sont pas considérés comme un simple choix méthodique ou un détail esthétique, littéraire, mais bien des éléments fonctionnels qui nous aident à goûter la beauté du texte poético-mystique. Shukran.